Et comme ce footballeur, plusieurs centaines de personnes ont été tuées en tentant de se nourrir. On vient d'apprendre que 8 autres personnes sont mortes par des tirs de l'armée israélienne près de centres d'aide selon la défense civile de Gaza. Dernier bilan, 39 morts en 24 heures. Dans l'enclave palestinienne, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Sur place, on manque de tout. On en parle avec vous, Clotilde Mravko. Vous êtes journaliste, reporter, spécialiste du Proche-Orient. Vous travaillez notamment pour le journal Le Monde et Mediapart. Vous connaissez parfaitement les territoires palestiniens dans lesquels vous avez vécu. Merci d'être avec nous. Vous venez de signer un papier dans Le Monde dans lequel des soignants vous ont raconté leur expérience dans les hôpitaux à Gaza. Oui, en fait, l'idée, comme nous, les journalistes étrangers, on ne peut pas aller de manière indépendante dans la bande de Gaza puisque Israël nous l'interdit. L'idée, c'était de réunir des témoignages qui puissent aussi parler aux Français pour comprendre un petit peu la situation dans les hôpitaux. On a évidemment des bribes de témoignages ici et là, les médecins palestiniens qui essaient, en dehors de leurs heures de garde, de nous alerter sur ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'ai voulu prendre le temps un petit peu de recueillir des témoignages au long cours de gens qui sont sortis il y a un petit moment déjà. La dernière infirmière qui témoignait est sortie de Gaza au printemps de cette année, donc avant que la Fondation humanitaire de Gaza prenne le monopole de la distribution de l'aide, et de faire un comparatif aussi avec le système de santé français, parce que ce qui est frappant en fait, c'est que le système de santé à Gaza marchait plutôt de manière très performante, même malgré le blocus en fait qui était en place depuis 2007 à Gaza, et que là il y a vraiment une volonté de détruire systématiquement ce système de santé pour ne plus laisser aucune solution à la population, en plus des bombardements qui font énormément de blessés et des blessures très graves. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement, tous ces soignants ? Ce qui les a beaucoup frappés, c'est qu'il y avait beaucoup de civils, beaucoup de femmes et d'enfants. La proportion des enfants est extrêmement élevée. Il y a beaucoup d'enfants à Gaza, mais aussi parce que les frappes israéliennes sont faites de manière complètement aléatoire et non pas ciblées. Et c'est vraiment ça qu'ils constatent dans les hôpitaux. Ce qu'ils constatent aussi, c'est le manque de tout, le manque de médicaments, le manque d'antidouleurs, le fait que certaines fois, dans les urgences, il y a à peine une dizaine de lits, alors qu'il y a des flux de blessés qui arrivent constamment, nuit et jour. Parfois, ils sont obligés de laisser une infirmière me racontait qu'elle était obligée de laisser des gens qui étaient déjà décédés dans un coin, parce qu'ils n'avaient même pas le temps, en fait, de les amener à la morgue lors de moments assez tendus où on a eu beaucoup d'afflux de blessés après un bombardement, par exemple. Il raconte aussi la résilience des soignants palestiniens. Il y en a un des médecins notamment explique que sans eux, ils n'auraient pas pu tenir dans cet enfer qu'est Gaza. Parmi les médecins et infirmières que vous avez interrogés, tous vous disent qu'ils ont été choqués par la proportion extrêmement élevée d'enfants victimes. Oui, alors comme je disais, la catastrophe, c'est aussi que les bombes israéliennes visent des habitations. À Gaza, l'armée israélienne a lancé de nombreux ordres d'évacuation. Ils ont concentré donc les populations civiles dans certains endroits, et même dans ces endroits-là, il y a des bombardements massifs, des bombardements qui font des dégâts considérables. Vous imaginez évidemment quand toute une famille est sous une tente, s'il y a un bombardement à proximité, le moindre éclat peut déclencher un incendie avec l'explosion. Et là, on a des victimes par dizaines pour une seule frappe. Une expérience qui ne laisse pas ces soignants indemnes, on l'imagine. Comment est-ce que ces humanitaires arrivent encore à travailler sur place ? Alors en fait, eux, ils travaillent par roulement. Certains m'ont décrit qu'ils n'avaient pas réussi à revenir à Gaza. Certains soupçonnent le fait qu'ils aient témoigné notamment et peut-être empêché que l'armée israélienne ou que les Israéliens leur relaissent la chance de repartir à Gaza. Sur place, c'est très compliqué de se déplacer. Il faut coordonner avec les autorités israéliennes et l'armée pour ne pas être ciblés. Malgré tout, il y a eu des incidents d'humanitaires qui ont été ciblés par des tirs israéliens. Et puis, il manque de plus en plus de moyens. Alors là, ces derniers temps, les humanitaires ont encore plus de mal à travailler parce qu'il y a une pénurie totale de nourriture, de médicaments. Très peu de choses rentrent dans la
la bande de Gaza. Donc, Israël avait placé un siège quasiment total à partir du 2 mars. Ça a été un peu levé à la mi-mai, mais pas assez. Et donc, on manque vraiment de tout sur place. En tant que journaliste, comment est-ce que vous arrivez à garder le contact avec Gaza? On rappelle que depuis le 7 octobre, vous l'avez dit, aucun journaliste étranger ne peut accéder librement dans l'enclave. Oui, c'est très compliqué. Alors, il y a évidemment par le biais de ces humanitaires qui peuvent nous raconter leur expérience, parce qu'eux peuvent se déplacer dans la bande de Gaza, et ça, c'est très précieux, parce que moi, la plupart des contacts que j'ai, ce sont des Gazaouis, des Palestiniens, qui me contactent quasiment quotidiennement, pas quand ils ont du réseau. Et eux, malheureusement, ils peuvent se déplacer de manière très limitée, parce qu'il y a à la fois les ordres d'évacuation, les zones de combat, les tirs, les bombardements, et le fait ces derniers jours qu'ils ont faim et que donc ils n'ont plus vraiment les forces d'aller trop loin dans la bande de Gaza qui est complètement détruite. Donc je rappelle aussi que faire quelques kilomètres dans des routes qui sont jonchées de débris, défoncées, c'est vraiment très compliqué. La validation du plan d'occupation de Benyamin Netanyahou pour contrôler Gaza a largement été condamnée par la communauté internationale. Le Premier ministre israélien a décidé de ne pas prendre en compte l'opposition de son chef d'état-major. Est-ce qu'on peut parler d'une rupture? Quelles vont être les conséquences pour Gaza? C'est une rupture dans le sens où là, on a des ambitions qui sont clairement affichées, dont on n'ignorait pas qu'elles étaient dans l'esprit du Premier ministre. Mais là, en tout cas, elles sont mises sur la table. Il n'y a pas d'opposition des États-Unis. Et je pense que c'est ça qui est crucial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des condamnations internationales, les États-Unis sont les seuls, malheureusement, aujourd'hui, à pouvoir vraiment arrêter Israël dans ses opérations à Gaza. Les conséquences pour les Gazaouis, elles vont être énormes. Là, on parle d'une occupation militaire de toute la ville de Gaza. Il y reste environ 1 million de Palestiniens. Où ces 1 million de Palestiniens vont aller? Il n'y a plus de place à Gaza. Ils sont déjà coincés dans 3 enclaves sur la côte. Et également, ils n'ont pas accès en fait à de la nourriture. Ils n'ont pas accès à des soins. Qu'est-ce qu'on va faire en fait de ces populations civiles qui seront prises sous le feu des combats? Dans ce plan, Israël veut une administration civile alternative au Hamas et à l'autorité palestinienne. À quoi est-ce qu'elle peut ressembler? Alors Benyamin Netanyahou parle de forces arabes. Aujourd'hui, on voit mal qui, dans les États arabes, voudrait mettre les pieds à Gaza pour l'administrer. En fait, ce que veut Israël, c'est occuper militairement les territoires palestiniens, éventuellement même certains au gouvernement les recoloniser, les annexer, mais ne pas les administrer parce qu'évidemment, l'occupation, ça implique qu'il faut gérer les populations civiles qui seront sous leur contrôle et ça, Israël ne veut pas le faire. Or, c'est ce qui incombe à une puissance occupante. Merci beaucoup, Clotilde Mravko.